Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au Classico et on va faire une vidéo avant match. Comme vous le savez, si le Barça gagne cette rencontre, ils vont passer premier du championnat. Et par contre, si le Real Madrid fait un match nul ou gagne, ils vont conforter leur place de leader. Donc c'est quand même un match très important, sans oublier évidemment la rivalité entre ces deux équipes. Alors on va commencer en parlant des Madrilènes et de leur côté, comme vous savez, cette saison c'est plutôt tranquille parce qu'ils sont premiers du championnat, parce qu'ils sont premiers de leur groupe en Ligue des Champions et qu'au final, bon, il y a eu cette défaite contre Atletico Madrid qui a fait un petit peu mal parce qu'on a vu que dans le jeu, c'était pas la folie, mais le Real Madrid, c'est le Real Madrid. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment les juger dans le jeu parce qu'à chaque fois, c'est peut-être pas toujours la folie, mais pourtant, ils sont très efficaces, ils ont le mental, ils tiennent, ils vont pas se laisser aller et souvent, devant les cages, ils sont décisifs. Qu'il y ait un numéro 9 ou non, s'il faut, c'est Jude Bellingham qui va remplacer Benzema et c'est le cas à l'heure actuelle. C'est complètement fou ce qu'il fait en ce début de saison. Il marque énormément de buts, mais le truc, c'est qu'au début, je trouvais qu'il avait un petit peu de réussite, hein, qu'il se retrouvait dans les bonnes zones au bon moment et il marquait ses petits buts comme ça. Mais là, plus le temps passe, plus on voit qu'il commence à passer un cap, qu'il prend une autre envergure, qu'il est très très confiant et qu'il a ce côté leader. Donc maintenant, c'est pas simplement un joueur qui met des petits buts de relance de surface ou quoi. Non, non, non. Alors Bellingham, là, ce qu'il fait en ce moment, c'est exceptionnel et ça, il faut le prendre en compte. Après, évidemment, il y a aussi Vinicius qui est présent, qui peut toujours être un grand, grand danger. Surtout que les deux, on voit qu'ils s'entendent bien, qu'ils commencent vraiment à facilement se trouver. Et ça, c'est un danger pour le Barça. Avoir un duo comme ça, c'est toujours plus difficile que d'avoir des individualités à devoir contrôler séparément. Maintenant, évidemment, tout n'est pas parfait du côté du Real Madrid, hein. Comme je vous l'ai dit, face à Atletico Madrid notamment, ils ont montré beaucoup de limites dans le jeu. Ils ont beaucoup subi, hein. C'est pas simplement une défaite où ils n'ont pas été présents, c'est simplement une défaite où ils ont été bien en dessous et on a vu quelques limites dans le jeu. Il y a aussi un joueur qui, pour moi, cette saison est mauvais et il faut se le dire, hein, c'est David Alaba. J'aime beaucoup le joueur, hein, parce que personnellement, je trouve que c'est un gars très complet, très fort mentalement, qui a montré beaucoup de choses dans sa carrière, notamment au Bayern Munich. Mais là, cette saison notamment, je trouve qu'il montre pas mal de ses limites. Il fait beaucoup d'erreurs défensives, notamment sur les duels aériens, on le voit complètement dépassé. Même à la relance, il peut quelquefois se louper. Enfin, il est vraiment pas en confiance. Et le fait que Militao soit blessé, il est donc, on va dire, mis en avant. Il a beaucoup de temps de jeu. Et bizarrement, vraiment, il n'est pas au top. Donc, c'est un joueur peut-être à cibler. Mais en tout cas, voilà, défensivement, c'est pas le top du top. C'est sûr que Kepa, à la place de Courtois, c'est pas la même chose. Maintenant, Kepa, il fait quand même de beaux arrêts. Mais globalement, tu sais très bien que son jeu au pied, si jamais tu lui mets la pression, il peut y avoir une petite folie positive pour le Barça. Et puis surtout, ben, on ne sait jamais si dans ce genre de match-là, à haute pression, est-ce qu'il sera au rendez-vous ou non. Maintenant, côté Barça, bah, comme vous le savez, le Barça, c'est toujours la même chose. Il y a des périodes où tout va excellemment bien, comme le 5-0 mis face au Real Betis, puis en Ligue des Champions, où tu vois une équipe vraiment incroyable, que des joueurs en forme, tout le monde joue un magnifique football. Et puis tu as une période où ça joue plus du tout. Tu as surtout une période où il y a énormément de blessés. Et ça, il faut en parler. Parce qu'on a vu que Jules Koundé, Frenkie de Jong, Pedri, Lewandowski, Rafinha ont repris l'entraînement. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, on parle du fait que normalement, il devrait y avoir seulement Robert Lewandowski et Rafinha sur la feuille de match. Et ça, c'est quand même vraiment problématique, évidemment, parce qu'il y a tellement d'absents que ça fait que Xavi ne peut pas forcément mettre son système qu'il pensait. On sait très bien que Xavi, c'est un coach qui, face au gros, notamment face au Real Madrid, il aime bien tenter des coups tactiques, surprendre le coach adverse. Ça, beaucoup de gens en parlent très peu, mais c'est un coach qui est très très fort pour trouver le moyen vraiment de contrer la tactique d'un coach adverse en le faisant très très mal par quelques choix. Là, il ne pourra pas forcément le faire parce qu'il y a trop trop d'absents. Maintenant, j'aimerais parler d'un cas très important pour moi et l'une des clés de ce match, c'est Joao Cancelo. Comme vous savez, c'est un joueur exceptionnel. Avec ballon, ce qu'il fait, c'est incroyable. Maintenant, défensivement, j'arrête pas de le dire, hein. C'est un joueur qui a ses limites. On l'a vu un petit peu en difficulté face à Nico Williams. Ça risque d'être pire face à Vinicius, qui certes joue de manière plus axiale cette saison, mais des fois, il déborde aussi le côté gauche. Et dans tous les cas, il sera amené à devoir faire du travail défensif. Le problème, c'est que voilà, ça lui correspond pas trop. Lui, là où il est fort, c'est plus avec ballon et il faut le protéger. Personnellement, j'imaginais un système où tu remettais Koundé avec Araujo et Christensen, t'essayais de trouver un bon équilibre, faire en sorte que Joao Cancelo soit un peu libéré des tâches défensives. Et par rapport à ce match-là, vu le nombre d'absents, j'ai même pensé à une formule où tu mets directement Joao Cancelo ailier droit. Après, ça peut paraître assez fou, hein, mais pour moi, Cancelo, en dribble, il est très très bon, il peut faire beaucoup de différence. Tu sais que Lamine Yamal est très très jeune, il n'y a pas Rafinha, il n'y a pas grand monde sur l'aile droite. Pourquoi pas tenter? Et puis tu mets un Araujo, comme d'habitude, latéral droit pour Vinicius. Maintenant, le truc, c'est que Vinicius joue plus vraiment
ailier classique, il joue un peu plus axial. Et puis, je me dis que le problème, c'est que tu dois mettre Inigo Martinez titulaire si tu fais ça. Parce que si alors tu le mets à droite, tu mets Christensen et Inigo Martinez. Tu expérimentes un petit peu une charnière centrale. Et puis surtout, Inigo Martinez, c'est vrai, il a montré de très belles choses à la relance. On voit que défensivement, il peut faire de bons matchs. Maintenant, je ne suis pas du tout serein. Dès maintenant, pour un classico comme ça, un si gros test, je veux vraiment pas voir ça. Et c'est pour ça que l'idée de le mettre ailier droit, Cancelo, je l'ai un petit peu retiré de ma tête. Je vous montre maintenant ma compo. Et j'ai donc mis finalement Cancelo latéral droit avec Balde sur le côté gauche, Araujo, Christensen, Gundogan au poste de numéro 6 avec Gavi à ses côtés et puis devant Ferran Torres, Fermin Lopez, João Félix et Robert Lewandowski avec bien évidemment Balde qui va monter aussi. Donc par rapport à ça, Robert Lewandowski, j'ai vu des infos comme quoi il pourrait être titulaire. Donc évidemment, ça m'arrangerait énormément pour la compo et pour le Barça, c'est sûr parce que dans l'axe, c'est le seul joueur vraiment qui est à l'aise dans cette position. On sait que Ferran Torres ou João Félix, ils sont bridés quand ils jouent dans ce positionnement-là. Donc ça, il faut le prendre en compte. Et puis, Lamine Yamal, très très jeune, assez tendre. J'ai pas envie de le lancer comme un classico titulaire avec autant d'absents. Il aura beaucoup de responsabilités. Et puis surtout, par rapport aux tâches défensives aussi. On sait que c'est un petit peu son défaut. Les replis, il a un petit peu de mal, que ce soit physiquement ou même tout simplement à récupérer des ballons. En même temps, c'est logique, hein, il commence à peine sa carrière. Ferran Torres, lui, a beaucoup plus d'activité. Je lui fais plus confiance là-dessus. Et je pense que c'est très important pour un match comme ça. Parce que sur le côté gauche, tu auras sûrement un Fran Garcia, un Camavinga, un Ferland Mendy, on ne sait pas trop en tant que latéral gauche. Et tu auras Vinicius devant aussi. Donc tu auras quand même besoin d'aide pour un joueur comme Joao Cancelo. Et c'est important que l'ailier arrive à apporter du soutien défensivement. Et puis, je ne vais pas vous le cacher que j'ai voulu tout simplement mettre les meilleurs joueurs disponibles. J'ai pas voulu chercher un nouveau système tactique qui pourrait arranger face à cette équipe-là du Real Madrid. C'est vrai que pour moi, mettre 3 centraux, ce serait une bonne idée parce que tu as deux attaquants très axiaux avec Bellingham un petit peu derrière qui va beaucoup arriver aussi. Et tu auras souvent des attaques où il y aura 3 axiaux du Real Madrid qui vont tous faire des appels en même temps. Ça va être dur à gérer. Maintenant, je pense qu'avec cette compo, l'idée est surtout de se dire que le Barça devra maîtriser le jeu. Avec des joueurs comme ça, tu es obligé d'avoir le ballon. Parce que sinon, si tu veux accepter que le Real Madrid ait le ballon et subir, là, ça va être difficile. Parce que tu n'as pas les joueurs pour défendre. Tu n'as pas les joueurs pour tenir le score ou quoi. Tu as des joueurs pour avoir le ballon et faire des différences balle au pied. Quand tu regardes Cancelo, Gundogan, etc., même Fermin Lopez. Et au vu du nombre d'absents qui est vraiment beaucoup trop exagéré parce qu'on parle que des joueurs très importants, des joueurs clés dans le système de Xavi, ça fait que tu dois t'adapter obligatoirement et tenter quelque chose. Et là, par rapport à ce match-là, je ne vous cache pas que je ne suis pas très serein. Parce que par rapport à mon pronostic, j'ai du mal à imaginer le Barça gagner. Je pense que défensivement, c'est trop léger. Mais là, le problème, c'est que, ok, tu es fébrile défensivement, mais en plus de ça, tu n'as même pas le contrôle du jeu. C'est-à-dire que quand tu n'auras pas le ballon, tu vas subir, mais quand tu auras le ballon, tu ne seras même pas dans les meilleures conditions pour pouvoir mettre à mal cette équipe-là du Real Madrid. Donc ça fait que dans les deux cas, dans les deux optiques, tu te dis que le Barça vraiment est prenable et que le Real Madrid pourrait jouer la possession ou même jouer en contre. Dans tous les cas, ils pourraient faire mal à cette équipe-là du Barça. Ils ont les armes dans ce match-là. Et le fait est qu'ils n'ont pas vraiment de numéro 9, ça ne va pas poser problème. Parce que là, tant qu'ils peuvent aller en profondeur, faire mal avec des Rodrigo, Vinicius, etc., ça fera mal forcément. Donc par rapport à ça, j'ai beaucoup de mal à y croire et je vois une victoire du Real Madrid. Maintenant, un classico, on peut dire que tout peut arriver et que le Barça peut se transcender. Ça arrivé beaucoup de fois. Donc on espère que ça va être le cas. Même si j'ai du mal à y croire, on va dire pourquoi pas. Et après, dans tous les cas, je pense qu'une défaite ne serait pas non plus catastrophique. Vu tous les absents, vu le fait que tu es seulement à un point du Real Madrid, c'est pas comme s'il y a une grosse différence qui va arriver, un gros écart. Donc, c'est pas non plus la fin du monde, mais je ne cache pas que perdre un Classico, c'est quand même quelque chose qui me dérange fortement et qui ne devrait pas arriver. Donc, j'attends quand même une équipe du Barça très vaillante qui va beaucoup se battre et tout donner sur le terrain parce que là, il le faut à tout prix. Je laisse là-dessus, puis sinon, moi, je vous dis peace.